Et donc, je vais passer la parole à Antoine Moncel, qui ont fait une très belle expérience, une très belle étude sur les greffes hépatiques à la Pitié-Salpêtrière. À toi, Antoine. Merci beaucoup Laurent et merci au comité scientifique de m'avoir invité à cette session. Alors, donc je vais tenter de vous démontrer et surtout de vous convaincre en effet que les procédures de réhabilitation améliorée après chirurgie ont tout à fait leur place. Non seulement on peut le faire, mais on doit le faire parce qu'on va générer des bénéfices pour les patients en chirurgie majeure et notamment en post-opératoire, en réanimation, pour prendre en charge ces chirurgies majeures. Je n'ai aucun conflit d'intérêt en ce qui concerne cette présentation. Alors la chirurgie majeure, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est probablement une chirurgie qui va générer une incidence plus importante de morbimortalité que les chirurgies standards dont on vient de parler ensemble durant cette heure. Alors, c'est une chirurgie qui est complexe, qui est souvent longue, qui peut être hémorragique et qui va se grever de complications hémorragiques et infectieuses. Elle va s'adresser souvent à des patients qui ont des comorbidités multiples, qui ont des comorbidités cardiovasculaires, mais aussi respiratoires, et souvent, ça va être associé. Et donc, comme c'est une chirurgie complexe, longue, sur des patients, on va dire, fragiles, eh bien, elle s'entoure d'un certain nombre de dogmes, avec parfois des étiquettes d'intouchables. On ne va pas oser enlever le drain, on ne va pas oser toucher à la sonde gastrique parce que le patient est grave, parce qu'il est en réanimation, parce que la chirurgie a été longue. Et donc, la seule réponse à ça, c'est la littérature. Alors, on va être très factuel et, comme vous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure, quand on s'intéresse, par exemple, ce sont des exemples, en chirurgie cardio-thoracique, si je prends la dernière référence qui vient de sortir en 2019 sur la chirurgie de résection pulmonaire, eh bien, ce référentiel repose sur des dizaines et des dizaines d'études, rétrospectives pour certaines, prospectives pour d'autres, qui nous disent quoi ? Qui nous disent que c'est complètement faisable, mais qu'en plus d'être faisable, c'est sécuritaire pour le patient et qu'en plus, on a des bénéfices en termes de réduction de durée de séjour et en termes de réduction d'incidence des complications post-opératoires. Et donc, et pour certaines d'entre elles, elles montrent également une augmentation de la satisfaction des patients et des équipes soignantes. C'est exactement la même chose en chirurgie cardiaque. Pareil, c'est possible. Ces patients, vous le savez, sont très comorbides, autres que les comorbidités cardiovasculaires, mais également respiratoires, et ça fonctionne très bien. C'est sécuritaire, c'est faisable, et ça transforme l'essai en augmentant les bénéfices pour le patient en termes de réduction de DMS et de réduction d'incidence de complications post-opératoires. Alors quand on va voir un petit peu plus bas, en chirurgie viscérale, c'est exactement le même scénario, à savoir en chirurgie, j'ai pris cet exemple-là de la chirurgie œsophagienne, les résections œsophagiennes qui sont, je pense, assez archétypales en termes de chirurgie complexe, qui associent parfois une thoracotomie, cervicotomie, laparotomie chez des patients éthylotabagiques par exemple. Là encore, un référentiel vient d'être publié récemment, ça fonctionne très bien et le patient va en bénéficier. Pareil en colorectal, en hépatobiliaire, en pancréas. Le pancréas, par exemple, les duodéno-pancréatectomies céphaliques, une chirurgie quand même particulièrement majeure. C'est pareil, je vous ai montré quelques exemples. Vous voyez des réductions significatives des DMS pour tous ces types de chirurgie qui varient de 2, 3 à jusqu'à 5 jours. Et puis des complications qui sont réduites avec des odds ratios protecteurs à peu près vers 0,5, 0,6, 0,7 en fonction des séries étudiées. Alors il y avait un blanc. Le blanc, c'était les transplantations hépatiques et on s'est dit pourquoi pas tenter l'expérience à la Pitié-Salpêtrière, alors modestement sur un seul centre. Nous, entre septembre 2016 et avril 2017, on s'est jeté un peu dans l'expérience et on a donc pris en charge de manière prospective 25 patients transplantés hépatiques. On a sélectionné sur l'âge, il devait être majeur, il devait être évidemment sur liste par définition, avoir un score de MELD, c'est-à-dire de gravité de leur dysfonction hépatique inférieur à 25. Je vous rappelle que ce score va jusqu'à 40, donc un niveau de gravité intermédiaire. Finalement, on a pu réaliser tous les items de ce protocole d'ORAC pour 10 patients. On les a matchés, on les a appariés à 20 patients qu'on avait transplantés les années précédentes, en 2015-2016. On les a matchés sur le BMI, l'âge, le sexe et le MELD.
Et les résultats montrent ce que j'ai encadré en rouge, c'est ce qui est significativement différent entre les deux groupes. Vous avez ici le groupe interventionnel phase trans des 10 patients et le groupe contrôle à gauche. Et vous voyez que ça, c'était pour vérifier qu'on avait bien réalisé les items. On a enlevé les drains abdominaux plus fréquemment et de manière beaucoup plus précoce. On a retiré les cathéters centraux, on a retiré les sondes gastriques, on a retiré les sondes vésicales. Bref, on a coché tous les items. Et en termes d'issues pour le patient, on était content puisqu'on a réussi à réduire de manière significative. On est passé de 6 jours à 3 jours de séjour d'hospitalisation en moyenne en réanimation. On a baissé également de 5 à 1,6 jours le séjour en chirurgie, en salle de chirurgie conventionnelle. Et quand on regarde la durée totale du séjour, c'est-à-dire le nombre de jours qui séparait la chirurgie de l'indication médicale de sortie, on a diminué de moitié, puisqu'on passe de 19 jours à 9 jours d'hospitalisation totale, avec des comparaisons qui sont significativement différentes. En termes de complications post-opératoires, là, on n'a pas réussi à mettre en évidence aucune différence, comme vous voyez les petits P, mais il y a quand même une forte tendance. Vous voyez qu'on a diminué de 80% à 50% les complications post-opératoires, toutes sévérités confondues. Notre étude n'était pas designée pour ce type d'outcome, donc on peut dire qu'on avait un problème de puissance ici. Et puis, en termes de réhospitalisation dans les 3 mois, c'est pareil, il y a une forte tendance. On est passé, alors là, dans inverse, pour le coup, on est passé de 20% à 30% pour le groupe phase trans, sans qu'on ait une différence significative entre les deux groupes. Alors, j'aurais 2 conclusions à cette présentation. La première, c'est d'encourager vraiment tous les centres hospitaliers qui font la chirurgie majeure. Vous pouvez le faire, n'ayez pas peur, et vous pouvez y aller, vous pouvez mettre en place ces protocoles-là. Ça marche, c'est faisable et c'est sécuritaire pour le patient. Et la deuxième conclusion, c'est de dire que non seulement vous pouvez le faire, mais qu'en plus, vous pouvez transformer l'essai avec du bénéfice pour le patient, notamment un retour sur investissement avec cette réduction drastique des durées de séjour, notamment sur des plateformes très techniques comme la réanimation ou les USC, les unités de surveillance continue. Si on fait un calcul qui pourrait-on dire un peu défensif, si on compte 1 500 € à 2 000 € de séjour par patient en réanimation, vous voyez que si vous diminuez de 3 jours par patient et qu'on greffe à la pitié 100 patients par an, ça fait à peu près de 400 000 à 500 000 € par an. Voilà, merci. Merci Antoine. Donc, vous voyez que c'est tout à fait fascinant. Je veux dire, on arrive à des chiffres, on est loin du canal carpien ou de la cataracte en ambulatoire. Non seulement, et c'est quand même quelque chose d'excellent, moi c'est la première fois que dans ma carrière que je suis confronté à ça, où l'amélioration de la qualité se traduit, si elle est bien utilisée, par une diminution des coûts, une amélioration de la productivité. Et donc là, vraiment, tout le monde est gagnant, que ce soit les patients, les établissements, les praticiens, en tout cas, même au moins par la qualité des soins qu'ils peuvent donner dans un premier temps. Il y a une question là, qui est posée, qui nous dit « Est-ce que la diminution de la DMS est obligatoire ?» Je voudrais juste, avant de passer la parole à mes gens autour de moi, pour rappeler que la DMS, ce n'est pas un objectif. La DMS, c'est un marqueur, mais ce n'est sûrement pas un objectif. Sinon, on arrive à ce que décrivait Alexandre avec des dérives et effectivement mettre en ambulatoire des patients sans les avoir correctement préparés et avec les conséquences que ça peut avoir. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, est-ce que, dans ce que vous avez pu constater, est-ce qu'on a toujours une diminution de la DMS ? Pratiquement toujours. Je crois qu'on peut le dire. Pratiquement toujours. Par exemple, je prends l'exemple extrême des malades âgés. Chez eux, la DMS ne va pas diminuer de manière significative, même si elle diminue. L'essentiel pour nous est de diminuer la morbidité chez ces malades et d'améliorer leur qualité de vie en post-opératoire. Donc la DMS n'est qu'un marqueur, comme tu l'as dit, ce n'est pas un critère de jugement essentiel. Le critère de jugement essentiel de la RAC, c'est la morbidité et la qualité de vie ou la qualité de la convalescence en post-opératoire. C'était également une question qui a été posée. Alors, on m'a demandé, mais là, je vais peut-être te laisser la parole, quels sont les items incontournables de la RAC que finalement, qu'on retrouve de façon à peu près systématique? Tous. Non,
C'est une réponse courte, mais c'est une manière de dire. On n'a pas réussi à mettre en évidence de manière indiscutable des items majeurs et des items mineurs. Ce qu'on sait, c'est que plus on implémente d'items, plus on est efficace, parce que de toute manière, la RAC doit être considérée comme une approche globale du malade et une réduction de l'agression métabolique que nous imposons à nos malades. Et plus on a des gestes agressifs, plus il faut les diminuer. Et si on peut ajouter des gestes qui réduisent l'agression, tels que les corticoïdes, etc., ben on le fait. Donc l'essentiel, c'est d'avoir dans l'esprit cette agression chirurgicale et les moyens de limiter cette agression chirurgicale. Donc dès qu'on peut mettre en place un item, il ne faut pas hésiter à le mettre en place et ne pas considérer un item comme mineur. Alors, oui, tu veux rajouter quelque chose ? Vas-y. Oui, moi je pense que une autre réponse à la question, c'est de dire que ça va dépendre de la chirurgie. Et je pense que c'est vrai que ça n'a plus finalement aucun intérêt de faire des études qui testent le poids de telle ou telle modalité. Je pense que par exemple en chirurgie digestive, une modalité sur la nutrition très précoce en post-opératoire ou une optimisation nutritionnelle en préopératoire va être importante. Ça va peut-être pas être les mêmes items qui vont être fondamentaux en chirurgie thoracique par exemple. Ouais, oui, la question de la DMS que tu soulèves, elle est très importante parce qu'en santé, on se trompe souvent entre les objectifs et les conséquences d'une évolution de pratique. Et les objectifs de la chirurgie ambulatoire comme de la RAC, c'est d'améliorer la satisfaction, la qualité de la prise en charge, la satisfaction des patients et de s'assurer que ce progrès-là soit bien accessible à toute la population. Ça, c'est l'objectif final. À partir de là, pour atteindre cet objectif, pour mesurer le progrès, il y a un certain nombre d'indicateurs, dont le taux d'ambulatoire, parce que c'est pareil en ambulatoire, on est obnubilé par une chose qui est le taux d'ambulatoire et les économies générées. Mais l'évolution du nombre de places, la satisfaction des patients, la réduction des délais d'accès aux opérations chirurgicales, tout ça qui est essentiel pour atteindre le vrai objectif que j'ai déterminé, est souvent laissé de côté. Donc on a en fait une vision très imparfaite, très partielle de véritablement l'évolution de ces pratiques. Donc ça, je crois que c'est un élément extrêmement important. Oui, alors c'est un économiste qui dit ça. C'est pas un docteur. Donc je tiens à le rappeler quand même. Oui, alors, est-ce qu'il faut des études pour démontrer que c'est mieux quand on applique les recommandations, quand on s'appuie sur l'évidence médecine pour s'occuper des patients? Parce que finalement, tous les items dont on nous a parlé, c'est simplement l'application de ce qui, à un instant donné, a été validé par des études prospectives multicentriques, donc, ou non, ou en tout cas ou des méta-analyses. Donc je pense que finalement, ça relève du bon sens. Et finalement, la RAC, c'est au-delà de ça, qui est un petit peu comme le parachute. Est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on peut faire une étude randomisée pour vérifier l'intérêt du parachute? Là, finalement, le vrai apport de la RAC et le vrai intérêt de la RAC, c'est ce que tu disais, Karem, c'est de remettre tout le monde autour de la table et voir comment on va appliquer ces mesures qui ont été validées. Un petit commentaire. Au-delà de la RAC, si on veut faire de l'EBM, on fait sans le savoir 60% de la RAC. Oui, tout à fait. Même quasi 100%. Ça rejoint un peu ce que tu tout à fait. Et la force de l'approche de la RAC, c'est en effet, comme tu dis, se baser sur l'EBM, mais c'est pour sortir des dogmes, en fait. On est en train, tout doucement, finalement, de mettre tout le monde autour d'une table, qu'on se mette tous d'accord, et se baser sur l'EBM pour dire, voilà, c'est un dogme, il faut que ça saute, parce que on prouve que ça a déjà été démontré, quoi. Ça, c'est comme disait Einstein, il faut savoir sortir du carré. Voilà, donc je pense qu'on va peut-être en conclure là. On est juste à 16h30. Je voulais remercier nos 4 intervenants et j'espère qu'on a répondu à vos questions sur ce sujet. Voilà, et bonne fin de journée à tous. Et j'espère à l'année prochaine.